Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Ironie de l'histoire, après la guerre. Ce sont les Alliés qui récupèrent une partie des découvertes pharmacologiques du Reich. Vous savez, j'en ai déjà parlé dans l'opération Paperclip. La pervitine va changer de nom, elle devient méthamphétamine, elle poursuit sa carrière aux États-Unis. Dès la guerre de Corée, l'armée américaine distribue des Go Pills à ses pilotes. Mélange d'hexamphétamine, je crois que c'est le nom, d'hexamphétamine. Ils permettent des vols de 30 à 40 heures d'affilée. La guerre froide devient une guerre des nerfs, et donc une guerre de stimulants. La performance n'est plus seulement mécanique, elle est aussi neurochimique. Et c'est pas fini. Pendant la guerre du Golfe, pendant l'intervention en Afghanistan, les drogues de combat reviennent discrètement. Le Pentagone reconnaît encore au XXIe siècle l'usage réglementé de certains stimulants chez les forces spéciales. On sait qu'ils prennent des choses pour ne pas dormir pendant plusieurs jours d'affilée. La performance devient une norme. Mais la plus grande leçon du Reich pharmacologique, c'est peut-être ailleurs qu'elle se trouve, dans notre propre civilisation, dans notre quotidien, dans notre rapport à la fatigue, au travail, au sommeil. Parce que la logique qui a permis à la pervitine de séduire des millions d'Allemands dans les années 30, celle de la performance à tout prix, de la disponibilité constante, de l'endurance artificielle, aujourd'hui c'est devenu un modèle global. Qui ne connaît pas, je vous disais tout à l'heure, ces comprimés pour rester concentré, les boissons pour rester éveillé, les pilules pour tenir. Que vous soyez étudiant, chauffeur routier, cadre en pré-burnout ou je ne sais pas, la société moderne valorise l'énergie sans limite et elle la prescrit. Et oui, quand vous recevez sur votre smartphone à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit des messages et qu'il faut y répondre à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, il faut prendre des choses pour pouvoir dormir mieux, se réveiller mieux, etc. Les amphétamines existent encore sous d'autres noms, ça s'appelle l'Adderall, la Ritaline, Modanifil, elles sont distribuées parfois légalement, parfois clandestinement, parfois plus ou moins clandestinement, parfois plus ou moins légalement, et la frontière est floue maintenant entre traitement, optimisation et dépendance. Mais on n'est pas dans un Reich, on vit dans une époque dopée, si vous voulez quand même. C'est là peut-être l'héritage le plus sournois en fait du Troisième Reich chimique. Avoir montré qu'un régime peut utiliser la chimie pour doper l'obéissance. On a même vu assez récemment, je crois, je ne sais plus si c'est un sénateur ou un député qui a été pris en train de dealer ou en train d'acheter de la drogue. Enfin, ils sont tous, on imagine qu'ils peuvent en tout cas être tous sous dépendance. Un régime peut utiliser la chimie pour doper l'obéissance, remplacer la volonté, court-circuiter la conscience, et que ça peut fonctionner, mais ça peut fonctionner un temps. Je ne vais pas faire du complotisme et revenir sur l'ARN messager et tout ça. Je ne reviens pas là-dessus, bien sûr, ne voyez pas de lien. Le nazisme n'a pas eu besoin, si vous voulez, de séduire tous les esprits. Il a su par moments neutraliser les corps, les faire marcher, les faire tenir, tuer aussi au mépris de leur propre biologie. Il a transformé la foi en idéologie, en pharmacologie appliquée, si vous voulez. Et aujourd'hui encore, la question reste brûlante. Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour être plus efficaces? Jusqu'à quel point est-ce qu'on va accepter de médicaliser notre quotidien pour rester performant? Qu'est-ce qui reste du libre arbitre dans un monde où la chimie module l'attention, le sommeil, le désir, la productivité? Peut-être c'est pour ça que cette histoire a été si longtemps oubliée, ou en tout cas qu'on n'en parle pas, parce qu'elle dérange, peut-être parce qu'elle ne cadre pas avec nos grands récits, les bons contre les méchants, les idéologies contre les valeurs, les dictateurs contre les démocrates. Ce que raconte le livre L'Extase totale et cette émission, c'est une autre guerre, une guerre organique menée dans les veines, les synapses, les hormones, et puis évidemment, derrière, bien sûr, dans l'ADN, pourquoi pas. Une guerre dont les armes sont visibles, mais dont les effets sont durables. Et puis aussi, une mise en garde. Parce que, et c'est là que je vais laisser la question ouverte, si un régime aussi brutal, aussi idéologique, aussi extrême que le Troisième Reich a pu reposer sur une infrastructure chimique aussi massive, aussi systémique, alors aucune société n'est à l'abri de céder, elle aussi, à la tentation de l'extase totale. Plus nécessairement celle du pouvoir absolu, mais
celle de l'oubli. L'oubli du corps, l'oubli de la limite, l'oubli de la lucidité, l'oubli du réel. J'ai commencé cette émission avec une image troublante, celle d'un dictateur souvent dépeint comme une figure glacée, ascétique, inhumaine et qu'on découvre sous perfusion. Un homme dont la volonté de faire s'effrite sans ses injections, un corps fatigué, maintenu en état de marche par des cocktails chimiques, un pouvoir tenu au fil des années non pas par la seule idéologie, mais aussi par la seringue. On a suivi cette piste jusqu'au bout, derrière le fantasme du surhomme nazi. On a vu le patient A, les soldats drogués de la Blitzkrieg, les cobayes de Sachsenhausen, le laboratoire clandestin d'un Reich en chute libre, la guerre d'influence des médecins autour d'un Führer toxicomane. C'était pas qu'une simple anecdote, une étrangeté en marge de l'histoire. C'est un moteur caché, encore une fois, j'insiste, une clé, une autre lecture du XXe siècle. La drogue n'a pas fabriqué le nazisme, évidemment. Mais elle l'a accéléré, elle l'a soutenu, elle l'a prolongé. Je ne suis pas en train non plus d'excuser, on est bien d'accord. Elle lui a donné parfois l'illusion, si vous voulez, d'être invincible. Elle a transformé l'idéologie, si vous voulez, en carburant, la volonté en produit, la guerre en euphorie chimique. Et au fond, cette histoire ne nous parle pas que du passé. J'insiste encore là-dessus. Elle nous parle de nous. Elle nous interroge, nous, sur notre époque qui célèbre la productivité, la performance, l'endurance, l'efficacité, parfois contre notre propre nature. Une époque où on veut tout maîtriser, le sommeil, la fatigue, l'émotion, la mémoire, la douleur. Une époque où l'on soigne parfois non plus pour guérir, mais pour rester utile, pour tenir, pour répondre aux exigences. Alors peut-être que l'extase totale et cette émission nous montre que c'est pas seulement un épisode dérangeant, c'est une alerte peut-être, une sorte de balise, un avertissement sur la tentation permanente d'effacer nos limites par les idées ou par la chimie. Et c'est vrai que moi je fais 4 émissions par semaine, je dois lire 4 livres par semaine. Parfois j'aimerais bien avoir besoin de ce genre de choses, mais d'abord, aucun médecin va m'en prescrire et puis je serai incapable d'aller en chercher. Et puis évidemment, il ne faut pas le faire parce qu'il y a les fameux contre-coups derrière. Et il ne faut pas jouer avec ce qu'on nous a donné, c'est-à-dire ce corps-là. Une société sous influence, c'est pas toujours une société spectaculaire, c'est pas toujours violent. Parfois, c'est une société qui dort moins, qui travaille plus, qui dit pas non, une société qui se dope doucement et qui donne peut-être, pourquoi pas, ce qu'on a aujourd'hui, une violence sous-jacente. Et si l'histoire nous a appris une chose, drogues qui prennent le pouvoir. Vous savez, il y a cette fameuse phrase « Qui garde les gardiens ?» Eh ben, c'est un peu pareil. Attention à ce qu'on fait. Salut, à la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.